S'intéresser aux enjeux politiques et économiques liés à l'éducation, ce n'est pas seulement décider de porter un carré rouge ou un carré vert, d'être pour ou contre la hausse des droits de scolarité. Mais c'est comprendre le contexte dans lequel s'inscrivent les décisions liées à l'éducation postsecondaire au Québec, en saisissant des concepts clés comme la démocratie ou le néolibéralisme. En fait, selon un sondage effectué au Cégep de Drummondville, 72,5% des étudiants et des étudiantes connaissent la définition de la démocratie, mais 81% ignorent ce qu'est le néolibéralisme. C'est quoi le néolibéralisme? Oh, sacrifice. C'est le top du libéral. C'est pire que le libéral. J'en ai aucune idée. Non, je sais pas. Le néolibéralisme. Alors, ici. Le néolibéralisme, à la base, c'est une idéologie. Donc, une idéologie politique. Alors, idéologie, c'est une vision du monde. Dans ce cas-ci, c'est plus une vision là, du politique, de ce que devrait être le politique. Et c'est aussi, évidemment, c'est pas contemplatif, c'est aussi un guide pour l'action. Le néolibéralisme vise à créer une révolution culturelle, c'est-à-dire transformer l'individu pour produire ce qu'on pourrait appeler un homme nouveau, un individu qui se pense comme une entreprise, au sein d'une société qui est vue comme une entreprise, au sein d'un État aussi qui est vu comme une entreprise. C'est issu de l'idéologie libérale. Mais l'idéologie libérale, à partir de la crise, la très grande crise économique de 1929, avait été obligée de se transformer. Parce que durant tout le 19e siècle, les libéraux disaient que l'État ne doit pas intervenir dans le domaine social ou dans le domaine économique. Un discours qu'on connaît beaucoup actuellement. Mais avec la crise de 1929, il est apparu assez clair qu'il fallait que l'État intervienne pour réguler l'économie et aussi régler certains problèmes sociaux. Avec la crise de 1975, brusquement, l'intervention de l'État semble inefficace. Et là, ceux qui avaient beaucoup élaboré ou pensé, mais qui étaient assez minoritaires, l'idéologie néolibérale, ont pu, on va dire, saisir leur chance, c'est-à-dire proposer comme unique solution à la crise de 1975 le retrait de l'État et tout remettre, à quelques exceptions près, tout remettre les activités humaines dans les mains du marché, c'est-à-dire du secteur privé. Parce qu'effectivement, le néolibéralisme, ce qu'il vise à faire, c'est essentiellement dissoudre les institutions collectives communes, donc institutions publiques, pour faire en sorte d'instituer des rapports marchands entre les individus, des rapports strictement donc marchands et juridiques. Le grand moment politique qui fait en sorte que le néolibéralisme devient hégémonique, c'est-à-dire dominant, c'est les élections en 1979 qui ont permis à Margaret Thatcher de devenir Premier ministre de Grande-Bretagne, c'est-à-dire une grande puissance. Les élections de Ronald Reagan comme président des États-Unis en 1980, donc une superpuissance. Et au Canada, tout bêtement, en 1984, l'élection de Brian Mulroney, qui était le chef du Parti conservateur au Canada. Donc ça a donné vraiment ces victoires électorales ont fait en sorte que l'idéologie néolibérale s'est implantée dans les principales économies de la planète. À partir de là, de gré ou de force, la plupart des pays du globe ont adopté l'idéologie néolibérale. Il faut que l'État arrive avec une dette zéro et un déficit zéro. Et il doit prendre tous les moyens pour ça. Les principaux moyens, c'est les coupures dans les budgets étatiques, dans les services offerts à la population, ou alors imposer des tarifications à des services qui autrefois étaient gratuits, enfin on met des guillemets sur gratuit, là, mais gratuits pour la personne utilisatrice. Donc, si l'État coupe dans des services, si l'État, par exemple, fait de la tarification, ça ouvre la porte à la privatisation, puisqu'à un moment donné, l'opinion publique, à un moment donné, les partis politiques vont proposer que, bon, il y a des frais importants pour certains services, l'État peut-être devrait se désengager de ça et refiler ça aux entreprises privées qui vont être de toute manière plus performantes.
question de savoir c'est quoi les effets du néolibéralisme sur l'éducation postsecondaire, ben, c'est essentiellement d'arrimer, si on veut, les institutions d'éducation à ce nouveau projet qui est celui de l'économie ou de mise en place d'une rationalité économique au sein de l'ensemble des institutions sociales. Donc, c'est le plan du néolibéralisme, des néolibéraux, c'est vraiment que les lois de l'offre et la demande soient les seules règles de fonctionnement finalement du système d'éducation. C'est une adoption accélérée, et encore plus ces dernières années, des principes de gestion du privé. C'est de faire donc fonctionner les cégeps et les universités selon des principes de management, de gestion. Bien, on détruit complètement la fonction première de l'éducation, qui est celle de la transmission d'une culture, la volonté de produire des individus autonomes, libres, émancipés en quelque sorte, hein, parce que c'est le fondement moderne de l'éducation, c'est de s'émanciper des croyances, de se désaliéner. Du moment où arrive l'optique d'une société néolibérale, ben, on rentre carrément dans l'idée que l'éducation, c'est strictement produire des individus employables. La question n'est pas tellement de savoir si le diplôme, l'étudiant a une qualité en termes de sens critique, d'analyse, d'autonomie, c'est toutes des choses qui sont dures quand même à mettre un chiffre là-dessus. Non, ça, c'est pas très important. On a réussi, par exemple, à faire en sorte que les étudiants dans le département de sciences humaines au cégep de Drummondville, ben, il y en a 80% qui ont eu leur diplôme. Youpi! L'an prochain, on va avoir notre enveloppe du ministère. Le fric est assuré. Si vous écoutez le ministère de l'Éducation, la ministre de l'Éducation, ben, elle a cette vision strictement marchande de l'éducation, dans la mesure où elle dit, alors je vais vous citer ici, j'ai une citation d'elle, elle dit, quelque part, il faut aller plus loin, il faut parler de formation continue, il faut que les programmes répondent aux besoins des entreprises. Je sais que le ministère de l'Éducation a un rôle à jouer pour cela, mais j'ajouterais aussi un mot-clé, la vitesse. Il faut définitivement accélérer la vitesse de réponse des réseaux scolaires, secondaires et collégiales aux besoins exprimés par les entrepreneurs. Donc, l'impact, ça risque d'être catastrophique en termes de culture générale. L'impact, ça va faire en sorte que tout le système postsecondaire va être axé de plus en plus sur ce qui est rentable, ce qui est rentable, ce qui est rentable, ce qui est rentable. Il y a vraiment peut-être pas un complot, mais il y a un plan, sans doute, pour diminuer le rôle de l'éducation dans la société comme outil de formation. Je donne un exemple. Constamment, le Conseil du patronat va réclamer qu'on abolisse les cours de philosophie, voire même de littérature dans les cégeps. La seule connaissance qui est utile, en fait, c'est celle qui trouve un critère d'application dans le marché. C'est l'instauration du principe de l'utilisateur payeur. Tu as un service, ben, tu dois payer pour. Donc, l'idée que c'est par un impôt progressif, donc plus tu es riche, plus tu payes de l'impôt, qu'on finance un ensemble de services publics, c'est toi, tu consommes un service, tu dois payer pour. Donc, on a vraiment un changement de paradigme dans cette vision de faire. Donc, à ce sens-là, bon, la finalité des institutions d'enseignement postsecondaire, ben, c'est de devenir en quelque sorte des entreprises. La scolarité aurait doublé depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement libéral. Évidemment, pendant ce moment-là, les salaires n'ont pas doublé, en tout cas pas le mien, c'est pas pour le vôtre. L'aide financière aux études, les prêts et bourses n'ont évidemment pas doublé non plus. Résultat, les étudiants et les étudiantes au Québec, sur toutes les études le démontrent, travaillent de plus en plus, s'endettent de plus en plus, et la proportion d'étudiants et étudiantes qui proviennent de milieux défavorisés est de plus en plus basse dans nos universités et même dans nos cégeps. La réelle conséquence, hein, elle est celle de l'endettement. L'endettement, en quelque sorte, a une fonction pédagogique. Hein, c'est-à-dire, c'est une pédagogie de la soumission. Lorsqu'on endette quelqu'un, on détruit ou on diminue radicalement son espace de possible en lui volant son temps. Hein? Donc, qu'est-ce que l'avenir? C'est la capacité de s'approprier le temps. Mais là, le temps est approprié par qui? Par les banquiers, à qui les étudiants vont devoir une grande partie de rembourser leur dette. Donc, pédagogie de la soumission,
qui vise en quelque sorte, bon, d'une part, à intérioriser l'idée que les individus sont du capital humain, sont des entrepreneurs d'eux-mêmes, mais d'autre part, diriger les étudiants vers des secteurs qui sont considérés comme étant plus rentables économiquement. Donc, destruction aussi, du moins diminution du choix des étudiants qui ne feront plus des études en fonction de leur vocation, en fonction de ce qu'ils désirent réellement, mais plutôt en fonction de critères purement marchands. Si je devais résumer, je dirais démocratisation. D'un côté, c'est une constance historique, on va exiger plus d'accès à l'éducation, une accessibilité essentiellement financière, régime des prêts et bourses, faible coût des frais de scolarité, voire gratuité au niveau des frais de scolarité. C'est le cas essentiellement au cégep. Bon, il y a les frais afférents ou ce qu'on appelait à l'époque les frais champignons. Il y a aussi les frais de scolarité dans les universités qu'on veut voir geler, voire éliminer complètement. Et on nous dit que c'est une hausse qui est inévitable, n'est-ce pas? On nous dit qu'il manque d'argent et que le seul endroit où on pourra aller chercher de l'argent, c'est dans les poches des étudiants, des étudiantes et de leurs familles. Ce que le mouvement étudiant répète depuis maintenant 2 ans, c'est que non, c'est pas inévitable, au contraire, c'est un projet politique, un projet idéologique même, d'augmenter les frais de scolarité. Il n'y a absolument rien d'inévitable là-dedans. Il y a plein d'endroits où on pourrait aller chercher de l'argent, on le sait, il y a des millions de dollars chaque année qui sont gaspillés dans chacune de nos universités. Il y a des millions de dollars qui sont gaspillés chaque année au gouvernement, on le sait. Démocratisation aussi dans le sens où on veut que le fonctionnement des établissements soit plus démocratique aussi. Le réseau de l'UQ l'a manifesté, peut-être surtout à ses débuts. Plus de participation des employés, des étudiants et des étudiantes à la prise de décision. C'est notre milieu de vie, que ce soit notre milieu de travail, notre milieu d'études. C'est normal que les gens qui sont les premiers concernés par le système d'éducation aient leur mot à dire sur le fonctionnement. C'est la même chose dans les cégeps. On va, dès les débuts, si on parle de la première grève étudiante en 68, les cégeps ont été formés sur le modèle des collèges classiques. Les collèges classiques, c'était les prêtres, c'était les religieuses qui géraient les collèges classiques. On veut un peu démocratiser, rendre moins autoritaire le fonctionnement des cégeps. Aujourd'hui, on pourrait aussi ajouter, toujours sur l'angle de la démocratisation, protéger le système d'éducation des interférences du secteur privé, du marché économique dans le système d'éducation. Le rôle du mouvement étudiant, malgré ce qu'on voit souvent dans les médias, ne se résume donc pas à protester contre les décisions abusives du gouvernement. D'ailleurs, la force de ce mouvement dépend directement de l'implication des étudiants et des citoyens. Et s'impliquer ne signifie pas nécessairement être sur le comité exécutif de son association étudiante, mais simplement s'informer pour mieux identifier l'influence des idéologies dominantes sur les décisions politiques, comme vous venez de le faire.